Alors, dans cette capsule, donc, on va voir cet aspect dynamique, justement, de l'information qui est représenté, justement, par le traitement. Et dans la capsule précédente, on a dit que le traitement va se baser sur un modèle de communication, c'est-à-dire on fait apparaître la communication, l'interactivité de l'organisation avec l'extérieur, et plus précisément l'interactivité entre les acteurs internes et les acteurs externes, dans le diagramme conceptuel de flux, et on essaie de zoomer ce flux. Par exemple, une demande de devis, une demande, par exemple, de bon de commande, règlement de facture, etc. Ça, c'est un flux et ça représente justement quelque chose qui est dynamique dans le temps. Ça évolue dans le temps, il y a par exemple des délais qu'il faut respecter, etc. Donc ça représente justement cet aspect dynamique. Alors automatiquement, comme je l'ai signalé, on prend ce flux, c'est-à-dire on va exploiter ces modèles de communication, on va prendre ce flux et on va zoomer. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans notre représentation. Mais là encore, donc on l'a signalé auparavant, dans la modélisation Méris, on a deux bases. Donc la première base, c'est la ségrégation, la séparation de l'aspect dynamique de l'aspect statique, qui est représenté par la donnée. Maintenant, l'aspect dynamique, il est représenté par le traitement. Mais justement, il va être géré par le deuxième principe, qui est le niveau d'abstraction. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux d'abstraction qui permettent de clarifier ce qui existe dans la réalité. On ne le représente pas des concepts, donc ça c'est le modèle de conceptualisation, c'est le modèle conceptuel, et après on essaie d'extraire toute organisation, toute logique dans cette conceptualisation, et après on essaie d'extraire le physique qui nous importe. Alors dans le cas du modèle de traitement, donc on va toujours commencer par le modèle conceptuel de traitement. Donc, comme on l'a fait pour l'aspect statique, donc on va avoir les concepts de base, les concepts qui peuvent représenter justement tous les éléments du traitement, et puis on va voir le fonctionnement du modèle dynamique et le modèle organisationnel. Comment passer du modèle conceptuel au modèle organisationnel, donc ça aussi on va le voir dans ce contexte. Alors on va, comme je l'ai signalé, on va zoomer un des messages qui va représenter un traitement derrière. Donc on va se baser sur le diagramme conceptuel de flux. Alors je reviens à la représentation systémique du système d'information, l'architecture du système d'information qu'on a vu au début du cours. On a dit que dans cette architecture, il y a deux grands éléments. Donc il y a la base d'information, c'est là où on va stocker l'information, et il y a le processeur d'information. Alors le processeur d'information, c'est lui qui accepte toutes les sollicitations de l'extérieur. C'est-à-dire de l'extérieur, on ne peut pas accéder à la base d'information qu'à travers le processeur d'information. Alors en particulier, quand on étudiera le système de gestion de base de données, la base d'information sera transformée en base de données et le processeur d'information, c'est le noyau, c'est l'application dite appelée système gestion base de données. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est que ce qu'on a fait au niveau données, donc il va représenter la base d'information. Et ce qu'on va faire au niveau traitement, elle va représenter tout ce qui se passe au niveau du processeur d'information. Alors les concepts de base qu'on va utiliser, donc on va voir comment représenter l'acteur. Alors déjà ça a été vu au niveau des systèmes de modélisation de communication, donc on les représente par des ronds ou des ovales. Et ces ronds, donc soit ils sont discontinus lorsqu'il s'agit d'un acteur externe, soit c'est représenté à travers justement un trait continu lorsqu'il s'agit d'un acteur interne. On va voir comment représenter l'événement. Bien sûr, l'événement, on va le définir, mais on va aussi le représenter. L'opération, la règle d'émission et la règle de synchronisation. Alors pour l'acteur, ça définit toujours une personne morale, physique, donc capable d'émettre ou de recevoir des informations, capable aussi d'agir sur l'information. Alors, soit des acteurs internes, comme je l'ai signalé auparavant, c'est-à-dire c'est des acteurs qui appartiennent à notre contexte, à notre organisation, ou des acteurs externes qui sont en dehors de notre organisation. Alors, un événement, donc l'événement, on le représente cette fois-ci avec un rond,
c'est-à-dire tous les flux de nature quelconque ou un fait concourant au lancement d'une opération, donc l'événement, il est désigné toujours par un verbe, donc c'est un fait, et ce fait-là, il va déclencher justement une opération où il sera un résultat d'opération, on va voir ça. Et puis, l'opération elle-même, donc elle sera représentée par un rectangle. Alors parfois, donc, on va utiliser un rectangle avec plusieurs niveaux. Ça représente toutes les actions qui appartiennent à l'opération. Donc l'opération, c'est une réponse à l'arrivée d'un événement. Donc suite à l'arrivée d'un événement, comme je l'ai signalé, l'événement, il déclenche et lance l'opération. Il peut aussi être résultat d'une opération. Alors l'événement, il va déclencher un certain nombre d'actions, et ces actions, on les rassemble sous forme d'opérations. Et puis la règle d'émission. Donc si j'ai une opération qui s'est effectuée, bien sûr, les résultats de cette opération vont subir justement une règle, c'est-à-dire si, par exemple, je suis en train de vérifier le stock, là, je vais demander est-ce que le stock, c'est-à-dire il y a un résultat de ces opérations. Est-ce que le stock est suffisant ou insuffisant? C'est-à-dire le fait de se demander est-ce que c'est suffisant ou insuffisant me donne justement ces règles d'émission. C'est-à-dire là, je peux les écrire sous forme logique, c'est-à-dire est-ce que la quantité existante dans le stock est-ce qu'il est supérieur à un seuil particulier ou est-ce qu'il est, par exemple, inférieur à un seuil particulier. Alors la particularité justement de ces règles d'émission, donc tout d'abord on va définir les règles d'émission et définir la condition sur laquelle les événements résultats seront produits par une opération. Une opération donc peut avoir une ou plusieurs règles d'émission. Elle peut ne pas avoir de règles d'émission, c'est-à-dire il n'y a pas de condition. C'est-à-dire l'opération est déclenchée par un événement et l'opération automatiquement il donne un événement. C'est-à-dire il n'y a pas de condition sur le résultat, c'est-à-dire c'est un autre événement. Alors, pour expliquer un petit peu donc, le contexte justement qui existe entre les émissions, par exemple, on a plusieurs conditions, c'est-à-dire lorsque les opérations s'effectuent, on va se demander est-ce que le résultat il subit par exemple une condition particulière, est-ce que cette condition, est-ce que ça sera C1 ou C2 ou C3? Alors la particularité c'est que la somme de ces conditions doit me donner un 1 quelque part, c'est-à-dire il doit être vérifié. Une des conditions doit être vérifiée, il doit donner un vrai. Donc ça c'est la complémentarité des opérations. Quand vous construisez vos règles d'émission, il faut faire attention justement à cette contrainte. Il faut qu'une des conditions qu'on a dans les règles d'émission, une des conditions soit remplie. C'est-à-dire si par exemple j'ai quantité de stock, soit elle est supérieure à un C, soit elle est inférieure. Donc là, si on revient au contexte mathématique, soit elle est supérieure strictement, soit elle est inférieure ou égale. Donc là, vous pouvez avoir une complémentarité entre ces conditions. Alors on peut expliquer ça par le fait que la somme des conditions est égale à 1. C'est-à-dire qu'on a un 1 quelque part. Alors, voilà donc la complémentarité, un exemple de la complémentarité des conditions. Par exemple, soit A est inférieur ou égal à 0, soit A est supérieur à 0, soit A est inférieur à 0. Donc là, il y a une complémentarité entre les trois conditions. Donc là, je l'ai exprimé par le fait que C1 plus C2 plus C3 est égal à 1. Et puis, quand on a imposé une condition à la fin des opérations, on peut aussi imposer une condition avant le déclenchement, avant le lancement des opérations. Donc comme ça, on peut avoir une expression logique, une expression booléenne qui exprime que E1, comment E1 doit intervenir, et comment E2 doit intervenir, et comment E3 doit intervenir. Par exemple, si je prends la condition A et B ou C, donc automatiquement, je peux dire que, par exemple, si cette condition est vraie, automatiquement on aura un déclenchement de l'opération. Si cette condition n'est pas vraie, automatiquement on n'aura pas de déclenchement d'opération. Et là, il faut chercher, il faut optimiser, etc. pour voir comment intervient A et B et C dans le déclenchement des opérations. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, la facture elle est prête, on va attendre à ce que le client règle la facture pour livrer. Donc on ne peut pas livrer. Les opérations de livraison ne peuvent pas se faire si le client n'a pas, par exemple, payé la facture. Donc le paiement plus justement la facture qui est acquittée, donc automatiquement ça va déclencher l'opération de livraison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle de synchronisation. Donc ça, c'est une synchronisation avant le lancement, avant le déclenchement des opérations. Alors si on prend un petit exemple, le
cadre général, c'est-à-dire à la fin, on obtient notre MCT de cette façon-là, c'est-à-dire là, on donne les événements déclencheurs, et après, ils seront vérifiés par la règle de synchronisation. On aura une opération, ou plusieurs opérations qui doivent être effectuées, donc c'est une liste des actions élémentaires, et pour déclencher, pour justement donner résultat à des événements, on doit avoir par exemple des règles de synchronisation. Alors comme je l'ai signalé, que ce soit pour les règles de synchronisation ou les règles d'émission, elles ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire je peux avoir par exemple des cas où il n'y a aucune condition, c'est-à-dire il y a un événement qui va déclencher les opérations et les opérations vont donner lieu à d'autres événements. Donc ça, c'est dans les cas où on a justement des conditions qui doivent être imposées au déclenchement et des conditions qui doivent être imposées au lancement d'autres événements. Donc ça, c'est le diagramme final, c'est-à-dire qui va représenter les événements, les opérations, les règles de synchro et les règles d'émission. Donc on prend un petit exemple pour illustrer ça. Le client demande, par exemple, il passe sa demande. La demande, elle est traitée. Par exemple, il va commander des produits. Si les produits sont en quantité disponible, bien sûr, ça va donner un événement lié à justement cette condition, c'est-à-dire on peut éditer une facture. La quantité est disponible, on va éditer la facture. Si la quantité est indisponible, bien sûr, la commande, il faut commander. C'est-à-dire là, le stock, il doit être alimenté et bien sûr, on doit commander le produit. Alors maintenant, on va attendre à ce que on a édité la facture, c'est-à-dire là c'est un événement. On va attendre un autre événement, c'est le paiement du client. Donc, il faut que les deux soient satisfaits et on a la règle de synchro qui est le et pour encaisser justement et ainsi donc, suite à cet encaissement, automatiquement, on va lancer l'opération de livraison du produit et l'édition de reçu. Donc là, vous remarquez qu'on est arrivé à appliquer tous ces éléments pour représenter un flux, pour représenter justement un traitement qui existe au niveau du système d'information. Voilà, donc notre MCT sera représenté de cette façon. Donc chaque flux peut constituer un traitement à part que vous devez représenter par la modélisation MCT. Maintenant, notre modélisation conceptuelle est là, et comme on a fait pour les données, on va voir justement comment dégager une organisation à partir justement de cette modélisation conceptuelle. Mais avant de passer à ça, donc on va voir le fonctionnement dynamique, comment on peut avoir justement ce fonctionnement dynamique du système. Alors, quand un événement arrive, un événement externe arrive, bien sûr, cet événement, on peut le représenter par un jeton. Alors, ce jeton sera pris justement par l'entité qui traite et elle va justement traiter ce jeton-là et d'autres jetons sont en montant. Donc, on essaie d'illustrer ça. C'est-à-dire, à l'état I, on a des jetons qui attendent, c'est-à-dire des événements qui se succèdent, mais on va donner la priorité à un jeton. C'est-à-dire là, à l'état I plus 1, le jeton sera traité. Et après, donc on va, une fois que le jeton a fini tous les traitements adéquats, automatiquement on passe au deuxième jeton, ainsi de suite. Donc, ça fait apparaître cet aspect dynamique justement de notre système. Alors maintenant, donc, on va passer à le dégagement de tout ce qui est organisationnel dans le traitement, c'est-à-dire on va développer notre modèle organisationnel des traitements. Alors, notre modèle organisationnel de traitement, c'est tout simplement notre modèle conceptuel plus le lieu, et là je désigne par le lieu les acteurs qui interviennent, c'est-à-dire on doit faire apparaître dans notre modélisation cette fois-ci les acteurs, le moment, c'est-à-dire la dimension temps, c'est-à-dire qu'on doit faire apparaître justement cette évolution temps, c'est-à-dire on doit marquer le temps, par exemple on demande un devis, on va attendre 15 jours, c'est-à-dire G plus 15, etc. Et puis, on va aussi donner une information qui est importante, c'est-à-dire la nature de l'opération. Est-ce que cette opération elle est manuelle? Est-ce qu'elle est assistée? Est-ce qu'elle est hybride? Est-ce qu'elle est automatique, etc. Donc, il faut justement mentionner la nature de cette opération. Alors, le lieu, donc celui qui exécute les acteurs, on revient à notre modélisation conceptuelle de communication et on extrait tous les acteurs. Le moment, c'est-à-dire quand s'exécute l'opération, l'agencement temporel, et puis la manière, la nature des opérations, que ce soit manuel, automatique ou interactif. Alors, on va prendre notre
MCC, c'est-à-dire soit le TCF ou c'est-à-dire le diagramme conceptuel de flux ou le diagramme de contexte. On va prendre tous les acteurs, on va les placer justement dans un tableau qui va faire apparaître toutes ces dimensions. C'est-à-dire la dimension temps va apparaître à ce niveau-là, la dimension lieu à travers les acteurs va apparaître à ce niveau-là, et la dimension type va apparaître à ce niveau-là. Donc ça, c'est un tableau qu'on va essayer de remplir petit à petit. C'est-à-dire la première des choses, c'est qu'on a pris les acteurs à partir de notre MCC. Après, on va prendre notre MCT et on va essayer de le cadrer, on va essayer de le mettre. Mais cette fois-ci, dans ce type de casement, on doit respecter celui qui, par exemple, qui est responsable d'un événement ou responsable d'une opération. C'est-à-dire, il faut le placer. C'est-à-dire, cette opération concerne cet acteur-là. Cet événement concerne cet acteur-là. Tandis que les autres opérations vont concerner, par exemple, l'acteur C, et ces événements vont concerner l'acteur C. Et là, il y a un événement qui concerne l'acteur B. C'est-à-dire, là, on doit mettre en place le MCT de telle façon à ce que chaque responsable d'un événement ou d'une opération, on va placer dans la colonne qui lui correspond tous ces éléments, c'est-à-dire tous les événements qui lui concernent et toutes les opérations qui lui concernent. C'est-à-dire là, on est passé à la deuxième étape, c'est-à-dire on a placé notre MCT. Dans la troisième étape, donc là, avant de passer à la troisième étape, parfois on a des opérations, c'est-à-dire, donc déjà on place les types, troisième étape, on place les types. C'est-à-dire, c'est une opération manuelle, ça c'est une opération automatique, ça c'est une opération manuelle, ainsi de suite. Mais parfois, on a quelques confusions. Il y a des opérations, et dans cette opération, il y a plusieurs acteurs. Donc, comment on va arriver à, justement, résoudre ce problème? C'est-à-dire, on ne peut pas attribuer cette opération 4 juste à l'acteur B, parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont intervenir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit cette action, cette opération 4, en deux opérations. Opération 4A qui va concerner l'acteur A et opération 4B, toutes les actions qui concernent l'acteur B. Et bien sûr, une relation entre deux opérations ne peut pas se faire qu'à travers un événement. Cette opération va me donner un événement et cet événement qu'on a inséré va déclencher justement les opérations au niveau B. Donc ça, c'est la résolution qu'on fait à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a résolu le problème en répartissant les différentes actions. Donc toutes les actions qui concernent l'acteur A, on va les placer au niveau de l'acteur A. Et toutes les opérations qui concernent l'acteur B, on va les mettre au niveau de l'acteur B. Alors faites attention. Si par exemple on a ces opérations subissent un ordre, c'est-à-dire là, parce que là on sera amené à donner un ordre. Alors si ces opérations vont donner lieu à un ordre, alors là, vous devez répartir, par exemple, je dirais, par exemple, on a des opérations qui se passent au niveau de l'acteur A. Voilà, elles seront déclenchées par un événement, donc, à travers la règle de synchro. Et puis, ça va déclencher un événement au niveau de l'acteur B. Donc ça, c'est l'acteur B. Et on revient, par exemple, on va déclencher un événement au niveau de l'acteur A, par exemple J, et on va reprendre les autres opérations qui restent, c'est-à-dire les opérations qui ont été faites par l'acteur A, toutes les actions, c'est-à-dire on va mettre toutes les actions, c'est-à-dire qui se passent à un moment donné, et puis ça va être enchaîné par les actions qui seront produites par l'acteur B, et on va reprendre, c'est-à-dire après l'exécution qu'a fait l'acteur B, on va revenir à d'autres actions donc, qui seront justement opérées et manipulées à travers justement par l'acteur A. Donc là, cette répartition, c'est-à-dire on ne va pas rassembler toutes les opérations. Si ces opérations subissent un ordre, il faut respecter cet ordre. Parce que là, ils seront amenés à donner, par exemple, des délais. Par exemple, après 5 jours, donc A doit faire ses opérations. Après 8 jours, justement, par exemple, B doit faire ses opérations. Et après, par exemple, 20 jours, par exemple, un dossier, il doit revenir chez l'acteur A pour qu'il le traite ou bien qu'il opère avec certaines opérations, etc. Alors ça, c'est pour expliquer que cette répartition peut se faire, mais vous pouvez justement répartir sur la base de 3, 4, ce que vous voulez.
Alors maintenant, on va placer par exemple les périodes. Donc là, vous avez plusieurs manières de représenter les périodes. Soit par exemple, le lundi, ces opérations doivent se faire, le mardi, ces opérations doivent se faire, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Ou vous placez par exemple J, J+1, J+2, etc. Donc là, la dimension temps, vous prenez l'échelle que vous voulez. Alors si par exemple, on prend notre exemple, donc la demande du client, donc c'est fait au niveau acteur-client. Alors, ça va déclencher chez le vendeur, justement, une opération. Cette opération, c'est traiter la demande. Est-ce que la quantité est disponible? Est-ce que la quantité est disponible? Si la quantité est disponible, donc c'est le service comptabilité qui va éditer une facture à travers la règle de synchro, c'est-à-dire paiement client. Donc là, on revient, c'est un événement émis par le client. Donc, paiement client et édition facture va me déclencher les opérations d'encaissement. Donc là, on va lancer l'encaissement. Et puis l'encaissement, ça va donner lieu à édition de reçu et on va demander au service livraison, c'est la livraison du produit, donc le service livraison, c'est celui qui est responsable de cet événement-là. Si la quantité est indisponible, là, on doit relancer le service d'achat pour justement commander ce produit-là. Donc là, on a donné justement un exemple de notre MOT. Donc là, on vient de voir dans cette capsule comment on dresse un MCT et comment on dresse un MOT. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule.